On a tous vu ça, des efforts marketing énormes qui au final tombent complètement à plat. Mais pourquoi? Souvent c'est parce qu'on s'adresse à des fantômes, à des idées super vagues de qui sont nos clients. Et si on pouvait changer ça? Si on pouvait transformer toutes ces suppositions en véritables connaissances? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Regardez, c'est un peu le jour et la nuit. D'un côté, on a le marketing un peu à l'aveugle, basé sur des clichés, qui balance des messages génériques et qui gaspille pas mal de ressources. Et de l'autre, le marketing de précision. Là, tout est guidé par des données réelles, la communication est personnalisée, les campagnes sont optimisées. En gros, on arrête de crier dans le vide pour commencer à avoir une vraie conversation. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. La grande question, c'est donc celle-ci. Comment on fait pour passer de l'ombre à la lumière, pour créer cette connexion? Eh bien, la réponse se trouve dans un outil stratégique vraiment puissant. Alors voilà notre plan de match. D'abord, on va bien cerner le problème des cibles floues. Ensuite, on va construire ensemble, pas à pas, un persona moderne. Après ça, on va ouvrir la boîte à outils de l'empathie. Puis, on verra comment transformer ce profil en une stratégie qui marche. Et pour finir, on passera en revue les erreurs classiques à ne surtout pas faire. Allez, on commence par le début, le problème des cibles vagues. Parce qu'avant de construire quoi que ce soit, il faut comprendre pourquoi les fondations habituelles sont si fragiles. C'est souvent là que les stratégies échouent, avant même d'avoir vraiment commencé. Bon, un persona marketing, c'est quoi au juste? Attention, ce n'est pas juste une étiquette démographique du genre femme, 25-35 ans. Non, c'est bien plus que ça. C'est une représentation presque vivante du client idéal, construite à partir de données bien réelles. Le mot-clé ici, c'est profil incarné. On va lui donner un nom, une histoire, des buts, des frustrations. C'est cette incarnation qui le rend si utile. Ok, maintenant, passons à la pratique. Comment on le construit, ce fameux persona moderne? En fait, tout commence avec 5 grandes questions. On part des bases, la démographie, c'est l'étape 1. Mais très vite, on va plus loin. À quoi ressemble une de leurs journées type? C'est crucial pour comprendre leur contexte. Puis, on touche au cœur du sujet. Quels sont les problèmes qu'ils essayent de résoudre? Où est-ce qu'ils vont chercher l'info? Et finalement, c'est quoi leurs vrais objectifs dans la vie? Ces 5 piliers, c'est le squelette d'un profil solide et surtout actionnable. Et ces informations, où est-ce qu'on les trouve? On commence souvent en interne. Les données du CRM, Google Analytics, les retours des commerciaux, ce sont de vraies pépites. Mais aujourd'hui, le vrai game changer, c'est l'intelligence artificielle. Elle nous permet d'aller beaucoup plus loin. On peut analyser les interactions sur les réseaux sociaux, faire de la segmentation comportementale et même de l'analyse psychographique. C'est-à-dire comprendre non seulement ce que les gens font, mais aussi pourquoi ils le font, leurs valeurs, leurs motivations profondes. Avoir un persona bien défini, c'est super, mais le comprendre en profondeur, c'est une autre histoire. Et pour ça, il faut une chose essentielle, l'empathie. Voyons 2 outils qui sont faits pour ça. Le premier de ces outils, c'est la carte d'empathie. C'est un outil très visuel qui nous force littéralement à nous mettre dans la peau de notre client pour décoder ses besoins, ce qui le motive, mais aussi, et c'est très important, ce qui le frustre. Prenons un exemple concret. Alice, une cliente de café. Cette carte va décomposer son expérience. Qu'est-ce qu'elle voit? Une nouvelle enseigne sympa, d'autres clients qui ont l'air contents. Qu'est-ce qu'elle entend? Ses amis qui lui en ont parlé en bien, un collègue qui lui a recommandé, et le plus important, qu'est-ce qu'elle pense et ressent au fond? Ses frustrations, comme le fait de détester attendre, et ses souhaits, même les plus simples. C'est une vraie plongée dans sa tête. Et voilà, ça illustre parfaitement la puissance de l'outil. Le souhait d'Alice, ce n'est pas juste un café, c'est bien plus précis. Un bon café, à la bonne température, servi rapidement et avec gentillesse. Ce sont ces petits détails qui font toute la différence, qui transforment un simple produit en une expérience vraiment mémorable. Allez, on passe au deuxième outil, la carte du parcours client. Là, on change de perspective. On ne se focalise plus sur un instant T, mais sur l'ensemble du voyage du client avec nous. De la première fois où il entend parler de nous, jusqu'à l'après-achat. L'idée, c'est d'identifier chaque point de contact, chaque moment de frustration et chaque occasion de le surprendre positivement. Ce genre de témoignage, c'est de l'or. C'est direct, c'est honnête. Un client fidèle depuis 12 ans qui se sent complètement ignoré au moment crucial de la décision. C'est typiquement le genre de point de friction critique qu'une carte du parcours client met en évidence. Sans cet outil, cette frustration serait probablement restée invisible. C'est bien beau de créer des personas et des cartes, mais la vraie question c'est qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Voyons comment on passe de ces profils à une stratégie qui génère des résultats. Et attention, il faut être clair, tous les personas ne se ressemblent pas. Prenons Lucas, un responsable informatique en B2B, et Emma, une acheteuse en B2C. Leurs univers sont à des années-lumière l'un de l'autre. Lucas, lui, il pense sécurité, intégration, cycle de vente long avec plusieurs décideurs. Emma, elle pense prix compétitif, avis client et livraison rapide. On est bien d'accord qu'on ne peut pas leur parler de la même façon. Alors concrètement, comment on active un persona? C'est simple, il devient notre boussole. Pour la stratégie de contenu, on va créer des articles qui répondent à leurs questions. Pour le SEO, on va cibler les mots-clés qu'ils utilisent.
Pour l'emailing, on segmente pour envoyer des messages ultra pertinents. Pour le développement produit, on priorise ce qui résout leurs problèmes. Et pour l'expérience utilisateur, on conçoit des parcours qui anticipent leurs besoins. Vous voyez, chaque décision est guidée par le persona. Allez, pour finir, un petit tour rapide des erreurs les plus fréquentes. Les connaître, c'est déjà un grand pas pour les éviter. L'erreur numéro 1, la pire de toutes, les stéréotypes. Un persona qui repose sur l'intuition ou des clichés, c'est comme construire un château sur du sable. Toute la stratégie qui en découle sera forcément bancale. La base, c'est la donnée, point. Deuxième piège, vouloir en faire trop. Essayer de créer un persona pour chaque petite variation de client, c'est la meilleure façon de se noyer et de ne rien faire au final. La clé, c'est de se concentrer sur 2 à 4 profils qui représentent l'essentiel, environ 80% de la clientèle. On vise l'efficacité, pas l'exhaustivité. Troisièmement, pensez que les personnages sont gravés dans le marbre. Le monde change, les comportements des clients aussi. Un persona, ce n'est pas une photo, c'est un document vivant. Il faut le revoir, le mettre à jour régulièrement, tous les 3 à 6 mois, pour qu'il reste pertinent. Et enfin, l'erreur peut-être la plus triste et la plus courante, le persona de musée. On passe du temps à créer un profil magnifique qui finit oublié au fond d'un dossier. Un persona n'a de valeur que s'il est utilisé au quotidien. Il doit être dans les briefs, sur les murs, au cœur des discussions stratégiques. C'est un outil de travail, pas une œuvre d'art. Au fond, le véritable enjeu est là. En utilisant ces outils, le but n'est pas juste de vendre plus, c'est de mieux comprendre, de mieux servir et finalement de transformer une simple relation commerciale en un véritable partenariat.